Nous sommes le 1er février 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite, les titres. Encore 300 militaires burundais sélectionnés pour renforcer une équipe se trouvant au Congo, chargeant de déloger les rebelles burundais. Ce vendredi 1er février a débuté le 20e sommet des chefs d'État de l'EAC. Le Burundi a répondu présent. Hors de nos frontières, célébration de la journée dédiée aux héros nationaux au Rwanda et libération sous condition de Laurent Gbagbo par la CPI en Côte d'Ivoire. Encore une fois, bienvenue dans ce journal, page politique. Pour commencer, c'est ce vendredi 1er février qu'a débuté le 20e sommet des chefs d'État de l'Afrique de l'Est à Arusha, en Tanzanie. En plus de l'agenda de ces chefs d'État, c'est aussi une occasion de relais entre le président ougandais, Kaguta Yoweri Museveni, et le président rwandais, Paul Kagame, à la tête de cette communauté. Le Burundi a enfin répondu présent. Le premier vice-président Gaston Sindimgo a représenté Pierre Nkurunziza dans ce sommet. La dernière sortie du chef de l'État burundais dans son pays qu'il dirige était en mai 2015. Excellencies, the heads of state, Ce mardi soir, 300 militaires burundais sélectionnés dans les camps militaires des provinces du sud et au nord du pays ont été déployés en renfort et ont traversé la frontière vers la République démocratique du Congo à Gatumba. Le point avec Thierry Wigilindavi. Selon une source au sein de l'armée, ces militaires ont été envoyés en renfort à la 412e compagnie en difficulté face aux combattants du mouvement Red Tabara dans la région des hauts plateaux de Kigama, territoire d'Uvira. Ce jeudi, environ 40 militaires de la 112e bataillon, commandés par le major Kinigi Sylvain, ont quitté la République démocratique du Congo en passant par la transversale 6 dans la commune de Buganda, complètement épuisés, vers le 112e bataillon d'Ikanchibitoke. En fin de journée, 159 militaires issus de la 122e bataillon et de la 112e étaient arrivés de la République démocratique du Congo au camp Chibitoke. Certains d'entre eux affirment que sur ordre de Major Aaron Ndayishimiye, commandant du 412e bataillon, tous les cadavres des victimes ont été brûlés sur place à l'essence. Ils confirment également qu'environ 150 militaires arrivés de Gatumba en compagnie d'Imbonerakure et des Interahamwe sont arrivés sur place en appui à la 412e compagnie bloquée non loin de la frontière burundaise. Selon une source au sein de ces militaires à mission en République démocratique du Congo, le commandant du bataillon de l'armée burundaise serait parmi ceux qui sont morts au Congo avec 6 de ses hommes. Ces militaires déplorent également que les camarades ont été enterrés dans l'anonymat au Congo alors qu'ils sont censés servir leur patrie et devraient être enterrés dignement et avec honneur. L'armée burundaise nie toujours sa présence sur le sol congolais malgré les différents témoignages de ces hommes et de la société civile congolaise qui dénoncent ces combats des étrangers qui se déroulent sur le sol congolais. La commission Vérité et Réconciliation CVA a organisé un atelier d'échange sur les mécanismes du fonctionnement de cette commission devant les expatriés œuvrant au Burundi. Pierre Claver Ndayicariye, président de cette commission, a indiqué que 60% a été bien fait, mais il reste certaines auditions et des réunions à huis clos. Tout ce qui est dit ne contient pas de l'information pertinente. Il faut filtrer, il faut dépouiller. Dans les 70 000 ou 72 000 dépositions, peut-être que la moitié ou relativement 60% contient de l'information utile et pertinente. Mais nous avons ajouté ceci. Tout ce que nous récoltons en Gozi, à Makamba, à Karusi ou Muyinga, il faut redescendre dans les provinces, dans les communes, dans les collines et les situer. Avec une question, est-ce que ce que nous avons déjà récolté dans la phase 1, dans la phase 2, dans la phase 3 est crédible? Hier, nous étions avec les partenaires nationaux. Peut-être que vous avez capté ça via les médias. Partenaires nationaux, hier nous étions avec les gouverneurs de province, les représentants des partis, les représentants des organisations de la société civile,
les représentants du Parlement. Demain, nous allons descendre vers les administrateurs communaux, vers les chefs de colline. Tout ce que nous allons récolter via les auditions, via les dépositions, il faut le dépouiller. Mais dans la loi aussi, on nous demande de lancer les audiences publiques ou à huis clos selon les acteurs. Parce qu'il y a des acteurs qui ne voudront pas d'audience publique. Il y a ceux qui vont préférer les audiences à huis clos. La loi le prévoit ainsi. En réalité, il faudra filtrer et dégager l'information qui tiennent la route. Voilà comment nous allons travailler. Page politique encore, c'est inopportun de délocaliser la capitale politique du Burundi, avoir les moyens en infrastructure et en superficie du territoire du Burundi. C'est ce que déplore Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Il donne l'exemple qui ont bien réussi à faire de telles réformes pour les raisons valables. Pour le moment, il estime que les mobiles se trouvent ailleurs, mais pas dans le besoin du pays. On l'écoute, il était invité dans l'émission Défi de chez nous, une émission en synergie des médias Radio Inzamba, Radio RPA et la télé Renaissance. Il s'est entretenu avec Patrick Mitabaro de la Radio Inzamba. Bon, d'abord, il faut se poser certaines questions fondamentales. Est-ce qu'avoir analysé la taille du Burundi, est-ce que le Burundi est un pays qui a besoin de deux capitales? Je ne crois pas. La taille du Burundi, vraiment, ne nécessite pas la décision d'avoir deux capitales. Gitega vraiment était une ville. Est-ce que Gitega vraiment était une ville digne de son nom pour accueillir une capitale politique d'un pays? Même la ville de Bujumbura, cette ville de Bujumbura, maintenant, il y a beaucoup de déficits par rapport à dans certains secteurs, notamment comme les routes, l'aéroport, au niveau des infrastructures, les hôtels, aussi, et a besoin de se refaire une santé, même la ville de Bujumbura. Et on se demande si réellement c'est une priorité. Et aujourd'hui, avoir même les besoins colossaux que cela exige. Parce que transformer une ville en un capital politique exige beaucoup de moyens, d'investissements colossaux. Outre cela, même actuellement, si on analyse les lois des finances, les fixations budgétaires de l'année passée, de cette année, de l'exercice budgétaire 2018-2019, il n'y a pas de traçabilité de dépenses liées au transfert de la capitale politique de Bujumbura à Gitega. Encore plus, pour faire cette période, il y a une prévision budgétaire. On analyse depuis quand on nous a présenté les besoins budgétaires, donc un calcul complet de ce qu'on doit faire pour qu'on transfère la capitale politique de Bujumbura à Gitega. Si on avait prévu auparavant, moi je dis ça comme une improvisation, parce que si on avait prévu ça auparavant, comment a-t-on construit une présidence aujourd'hui même en 2018-19 ici à Bujumbura? La nouvelle présidence de la République, l'immeuble flambant neuf, l'Assemblée nationale, qui peut habiter des sommets de grands événements, il est à Bujumbura. Le palais de justice nouvellement construit, qui habite la Cour suprême, ça c'est le symbole du pouvoir. L'état-major général des forces armées, qui a été rénové, il est à Bujumbura. Le symbole du pouvoir, ça veut dire c'est la justice, c'est l'Assemblée, c'est la présidence. Même si le Sénat a été transformé, l'Assemblée nationale, on sait que c'est à Kigobe. Parce que le Sénat maintenant sont des locations. Mais l'Assemblée nationale, elle est à Kigobe, le siège. De congrès de Kigobe. Alors, comment est-ce qu'on peut alors dire qu'on transfère le capital dans une autre ville, alors qu'on continue à construire les immeubles qui abritent les symboles du pouvoir, en l'occurrence le pouvoir exécutif, judiciaire et législatif à Bujumbura? Je vous dis qu'avoir les besoins aujourd'hui, j'ai même dit qu'on va parler de capital politique, une entité qui n'a pas même un aéroport autonome international. On a parlé de l'aéroport de Bugendana. Ça se fait toujours attendre. Est-ce que les gens débarqueront à Bujumbura et puis diront nous allons monter dans la capitale politique après? Et maintenant, page internationale. Pour la 25e fois au Rwanda, ils ont célébré la journée nationale dédiée aux héros nationaux. Le point avec Thierry Wiglindavi.
Chaque 1er février de l'année, au Rwanda, c'est une journée commémorative des héros nationaux. Au niveau national, cette année, cette cérémonie s'est déroulée à Kigali, au cimetière des héros qui se trouve à Remera. Ces cérémonies ont été arrosées par la présence du président du Sénat, Bernard Makuza. Parmi les personnalités qui ont pris part à cette cérémonie, il y avait l'ambassadeur du Suède au Rwanda, Jenny Olson, et les familles de certains héros qui reposent dans cette cimetière. Cette journée a aussi été célébrée dans toutes les villes du pays. Des conférences de débats étaient organisées partout, centrées sur l'histoire de leur pays et le bravoure qui a caractérisé leurs ancêtres. On invitait la population à suivre le bon exemple de ces héros. Au Rwanda, les héros sont situés dans 3 catégories. La première catégorie est appelée Imanzi. Elle est constituée par le général-major Gisafredi Rwigema et le soldat inconnu qui représente tous les fils et les filles de la nation qui sont tombés sur le champ de bataille, que ce soit dans le passé, actuellement ou dans l'avenir. La deuxième catégorie est appelée Imena, où se trouve le roi Mutara III Rudahigwa, Rwagasana Michel, Agatha Uwiringiyimana, Niyitegeka Félicité et les élèves d'Onyange. La troisième catégorie est appelée Ingenzi. Jusqu'à nos jours, il n'y a personne. Pour clore ce journal, les 5 juges de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale ont décidé à l'unanimité ce vendredi la libération sous condition de l'ancien président Laurent Gbagbo et son ancien ministre Charles Blé Goudé. Parmi ces conditions, l'obligation de résider dans un État membre de la CPI en attendant un éventuel procès en appel. Ces conditions sont imposées pour protéger l'intégrité du processus judiciaire, a insisté la Cour, précisant qu'un jugement écrit énonçant ces conditions sera rendu disponible plus tard ce vendredi soir. La Belgique, où vive la seconde épouse de l'ancien président Nadi Bamba, aurait déjà accepté d'accueillir Laurent Gbagbo. Quant à Charles Blé Goudé, c'est, semble-t-il, toujours l'incertitude. Des demandes ont été faites au niveau de plusieurs États européens. C'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition.